Nicolas Bouzou. Installez-vous, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question absurde pour commencer. Ouais. Quel élève étiez-vous en 6e? Ça n'a aucun sens, mais... Si. Je pense que j'étais plutôt bon, moyennement bon, mais Ventre mou de la rien de classe. génial. Wow, 14 de moyenne? Oui, plus voilà, exactement, 14 de moyenne. Je m'ennuyais un peu. Vraiment, moi, ce que je vais dire est Bavardage, très bavard. Non, mais j'allais perturbateur. pour les filles, moi. Alors là, vraiment, c'était vraiment mon truc. C'est-à-dire que j'essayais de me mettre à côté des filles, de la fille qui me plaisait. Et puis, j'essayais de bavarder tout le temps, voilà. Donc, j'étais pas très attentif. Je travaillais plutôt bien, mais pas... Enfin, je veux dire, effroyablement banal. Ouais, c'est ça, très, très banal. Alors, avec quand même une petite spécificité, c'est que ma mère était enseignante dans le collège dans lequel j'étais. Donc, voilà, j'étais un tout petit peu plus surveillé que les autres. Profil bas, quand même. Un peu profil bas. J'étais obligé, je dirais, pour le nom de la famille. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille l'économiste Nicolas Bouzou. Donc Nicolas Bouzou, vous intervenez sur beaucoup de sujets, vous aimez débattre, vous aimez polémiquer. Votre spécialité en tant qu'économiste au départ, donc il y a quelques années en arrière, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui... Alors, ma spécialité au départ, c'est la macroéconomie monétaire, les histoires de banque centrale, de cycle monétaire. Alors, bon, d'ailleurs, des choses qui... La BCE, voilà, Christine Lagarde... Ouais, des choses qui peuvent me servir aujourd'hui, mais moi, mon parti pris, c'est de considérer que l'économie, c'est une base pour comprendre le monde, et que ça me permet d'aller vers d'autres domaines. Donc j'essaie d'avoir une vision globale du monde. C'est pour ça que je pars de l'économie. Et que vous parlez d'à peu près tout. Mais je parle évidemment d'histoire, de géopolitique, de philosophe. Ouais. Ah oui, mais moi, ce que j'aime dans la vie, c'est découvrir et comprendre le monde. Voilà. C'est ça qui m'anime dans la vie, enfin, en tout cas dans le domaine professionnel et intellectuel. C'est vraiment, moi je vois le monde comme un château avec plein de pièces à visiter. Et donc j'ai envie de découvrir ça et de visiter ça. Et donc, pour moi, ceux qui restent toute leur vie sur un petit créneau économique, sur tel segment du marché du travail. Pour moi, c'est absolument lunaire. C'est impossible pour moi. C'est très respectable, mais c'est pas pour moi. C'est une zone de confort qui ne vous plaît pas. Ah oui, et alors je suis content que vous prononciez le terme de zone de confort, parce que j'ai toujours considéré qu'il fallait sortir de sa zone. Mais vraiment, qu'il fallait sortir toujours de sa zone de confort. C'est la raison pour laquelle je change aussi toujours de thème dans les livres. J'ai toujours changé de thème. Et là, vous allez voir, je vais encore changer de thème. En septembre, je vais sortir un truc. Vous me réinviterez. Et là, je peux dire, vous ne pouvez pas anticiper le thème. Moi, je n'invite jamais deux fois la même personne, mais c'est amusant. Ce que vous dites. Ailleurs. Si vous le prenez sur ce ton. Je le prends sur un ton très courtois, mais ce que vous m'expliquez me fait penser à ce que dit parfois Éric Orsena. Oui. Orsena est un romancier très connu. C'est un économiste. Oui. Comme vous, et il va sur plein de terrains. Sa curiosité l'emmène vers le coton, vers des fleuves, vers des choses tout à fait... C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il se trouve qu'on a... C'est votre modèle. Je connais... Non, j'ai pas de modèle, mais je connais très bien Eric, et on a beaucoup de conversations, et je pense qu'on partage ça, oui, ce côté explorateur. Et entrepreneur aussi. Entrepreneur intellectuel, parce que je vends mes idées. Enfin, j'ai une entreprise... Astérès, exactement, et donc je suis aussi entrepreneur dans le monde des idées. Alors donc, effectivement, aujourd'hui, donc, votre quotidien n'a rien à voir avec celui d'un universitaire. Non. Vous donnez des conférences, vous êtes partout, vous intervenez dans les médias, vous écrivez dans l'Express. Notamment, votre journée de travail type, ça ressemble à quelque chose d'assez formel ou alors... Non, pas du tout. Non, d'ailleurs, il n'y a pas de journée type, mais il y a deux choses que je fais tous les jours. Écrire mes livres. Ça, je le fais tous les jours, et du sport. Voilà. Donc ça, ce sont les deux choses vous faites quel sport? Je cours. De temps en temps de vélo, mais voilà, je cours. Et donc, je fais du sport quasiment tous les jours, sauf vraiment cas exceptionnel, et j'écris tous les jours. Après, le reste, c'est des voyages, des rencontres, des rendez-vous, des conférences. Voilà, c'est extrêmement mouvant. C'est varié. C'est un peu partout, c'est très varié, et très honnêtement, c'est génial, quoi. C'est simplement génial, parce que je suis content de tout. Je suis très content là d'être avec vous, vraiment content. J'aime ça me fait plaisir. Je suis content de faire une conférence ce soir. Je suis très content de partir à Los Angeles là dans quelques jours pour travailler sur l'hydrogène. Je suis très content après de revenir travailler 2 jours à temps complet sur mes livres. Voilà. J'aime tout ça me passionne. Voilà. Donc c'est amusant, on a évoqué Éric Orsena, vous avez écrit Sagesse et folie du monde qui vient avec Luc Ferry. Avec Luc Ferry, qui est un de vos amis, je crois. Quand on lit la presse, quand on tend l'oreille, on a quand même l'impression que
on est davantage sur la folie du monde qui vient que sur la sagesse, non ? Vous trouvez pas qu'on a plutôt tendance à penser que le monde qui vient est complètement fou, qu'on ne maîtrise pas et qu'il n'a rien à voir avec quelque chose de sage ? Vous avez complètement raison, mais je pense que c'est même pire que ça. Aujourd'hui, les thèses qui dominent, ce sont les thèses effondristes, les thèses de l'effondrement, celles qui considèrent que tous les dangers qui nous menacent, au premier rang desquels le réchauffement climatique, sont liés au capitalisme, à la société dans laquelle on vit et qu'on ne peut rien y faire, sauf à changer de société. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis dans l'analyse et les solutions. Donc, j'essaie de comprendre le monde, de l'analyser et d'apporter des solutions. Et comme je suis un libéral sur le plan philosophique, d'apporter des solutions qui, autant que je puisse faire, aillent dans le sens de la liberté. Et donc, je suis dans une filiation, ce que je veux dire est très prétentieux, mais je parle de l'inspiration. Je suis dans une filiation intellectuelle qui est celle de Tocqueville, de Raymond Aron, de Mario Vargas Llosa, et qui est aujourd'hui très, très difficile à défendre dans les médias, parce qu'il est beaucoup plus facile de jouer sur le registre de l'émotion, au fond, que de jouer sur le registre qui nous anime, par exemple, avec Luc Ferry dans ce livre, qui est celui de la rationalité, de la compréhension du monde et des solutions concrètes. Qu'est-ce qui vous réjouit, Nicolas Bouzou, dans le monde qui vient, justement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous grise, qui vous met en joie bien sûr. Quand vous voyez la société telle qu'elle est aujourd'hui ? Les connaissances extraordinaires qu'on a accumulées, la puissance technologique extraordinaire qu'on a accumulée, qui nous ouvre des horizons extraordinaires vers des sujets passionnants. Pour moi, les deux nouvelles frontières, c'est l'espace et le cerveau. Vous voyez, rien que ça. Je pense que le 21e siècle sera celui de l'exploration spatiale. Je pense que ce sera aussi celui de la compréhension du cerveau, de la lutte contre les maladies neurodégénératives, mais aussi du renouvellement de l'éducation. Et je trouve que tout ça est extraordinaire, passionnant. Je pense qu'on entre dans un monde qui ne sera pas automatiquement un monde de progrès, mais qui potentiellement sera un monde dans lequel on va combattre des maladies qui étaient mortelles il y a encore quelques années, on va décarboner la production d'énergie, on va fournir un accès à la culture à un prix, à un coût extrêmement faible. Donc je pense que tout ça, tout ce qu'on fait, toutes ces innovations, si on est malin, si on est intelligent, si on est rationnel, ça peut être pour le meilleur. Donc ça m'anime complètement. Je trouve ça génial. J'ai lu dans l'Express une chronique que vous avez écrite qui dit en gros que les GAFA, les géants de la tech, ils croquent pas mal de choses sur leur passage, mais ils ne vont pas tuer, ils ne vont pas anéantir des organisations un petit peu plus ancestrales. Oui. C'est plutôt à contre-courant de ce qu'on entend là aussi. Oui, on commence à le voir. Bon, les GAFA et les BATX en Chine, ce sont des entreprises extraordinaires qui croissent très vite parce qu'elles ont des business models qui sont basés sur ce qu'on appelle... Oui, mais à juste titre, parce qu'elles ont ce qu'on appelle en économie des rendements croissants, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, que plus elles grossissent, plus elles ont la capacité à grossir rapidement. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est inquiétant, surtout quand on n'a pas de GAFA ni de BATX, ce qui est le grand sujet de l'Europe. Enfin, je veux dire, ce qui doit nous empêcher de dormir jour et nuit si on est sérieux en Europe, c'est comprendre pourquoi OVH n'est pas devenu Google, quoi, pour schématiser. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Mais ce que l'on voit en même temps, c'est qu'on a des capacités de résistance par rapport aux GAFA. Il y a de vieilles entreprises, des entreprises comme Walmart qui résistent à Amazon. Alors regardez, ça me passionne, Disney et Netflix. Netflix, c'est une super entreprise. Et Disney, c'est une très vieille entreprise. Eh bien, Disney, elle est en train de gêner Netflix dans son ascension aux États-Unis. Donc vous voyez, on peut faire des choses. Et puis, comme on a une accélération de l'innovation, une accélération de la destruction créatrice, comme on dit chez moi, eh bien, ça veut dire qu'il y a toujours des portes qui s'ouvrent, des portes technologiques qui s'ouvrent. Et donc, même si nous, on a pris du retard, même si on n'a pas de grands réseaux sociaux en Europe, par exemple, on n'a pas une grosse boîte comme Netflix, eh bien, on a des nouvelles technologies dans l'informatique quantique, par exemple, dans l'hydrogène, vous voyez, qui doivent nous permettre, si on est intelligent, de rentrer dans cette grande vague d'innovation. Mais enfin, pour ça se fait pas tout seul. Il faut faire de la bonne politique économique, il faut bosser, il faut attirer les gens intelligents, les gens créatifs, etc. Enfin, voilà, il faut des choses. Votre ton est celui de l'onirisme, Nicolas Bouzou. C'est pourquoi, pour ma dernière question, je rebondis sur la première et votre profil type d'élève en 6e. Vous aviez quel rêve, vous, d'être chanteur. Vous vouliez être chanteur ? Oui, je voulais être chanteur, je voulais être artiste. Ouais, c'est pas je l'ai dit plusieurs fois, y compris dans un portrait que j'avais fait pour le Figaro. Mais en plus, moi, chanteur, enfin, je veux dire, à succès avec les filles qui s'évanouissent, etc. C'était ça ce que je voulais être. D'ailleurs, je suis toujours passionné par...
Certaines personnes s'évanouissent lors de vos conférences. Peut-être pas suffisamment, je le regrette, ou peut-être pas pour les bonnes raisons en tout cas, mais au fond, je suis quand même content de faire ce que je fais, parce que je pense que si j'avais été artiste, la dimension malgré tout intellectuelle de réflexion m'aurait manqué. Alors aujourd'hui, peut-être que la dimension artistique me manque, elle m'aurait manqué, mais bon, je suis toujours passionné par l'art, par la musique, et malheureusement, ce rêve n'adviendra pas. C'est-à-dire que je ne serai pas chanteur. Je suis trop avancé dans ma destinée. Ne disons jamais. Ouais. Nicolas Bouzou, merci infiniment. Merci Quentin.